Merci beaucoup, Jean. Et je suis très content de pouvoir vous montrer ces trucs qu'en fait j'ai déjà montré, parce qu'on a commencé ce travail il y a environ 10 ans, ça a été extrêmement lent pour tout un tas de raisons. Et c'est un travail qui est le travail qu'on a intellectuellement et a été fait promu par l'association des parents, par Jean, depuis des décades. Et donc là, les résultats sont maintenant de cette étude en particulier ont été publiés, donc ça me fait plaisir de vous les montrer en forme temporairement définitive. Et je voulais ajouter, et essayer de mettre ça dans le contexte de maladies du cerveau qui sont plus fréquentes, comme les démences liées à l'âge, parce que je pense que le mécanisme est le même, et ça pourrait désenclaver. L'intérêt pour les institutions, à mon avis, ça serait de désenclaver le traitement de bon. Et je vais parler en français, et je vais essayer de tenir une demi-heure, mais je suis pas sûr. Et j'ai pas de flèche, et je pense que la qualité du projecteur est très mauvaise, donc vous risquez de ne pas pouvoir lire ce qu'il y a écrit. Et donc ça c'est une diapo pour lister les collaborateurs, et pour le gros des sociétés, j'ai mis Jean Donadieu et collaborateurs parce que la liste est trop longue et je voulais pas oublier des gens, ne pas mettre des gens, donc j'ai mis et collaborateurs. Les gens de la Pitié-Salpêtrière, en particulier Julien et Daniel Seillant, la neuropathologiste, et puis des gens de mon labo qui ont travaillé là-dessus, des gens de la Rockefeller et d'autres équipes à MSKCC et Cornell. Et il y a plein d'autres gens en fait qui ne sont pas listés. Et donc c'est pas en plein écran, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui... Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est censé vous montrer, mais je pense qu'on ne voit rien. Un embryon de souris dans laquelle, si vous pouviez voir l'image, vous verrez qu'on est... Non, ben là ils vont... Tant pis. Oui, mais bon. De toute façon, la résolution est... Vous devez changer de votre caméra. Donc, bon. Et donc ça, c'est juste pour introduire le fait que ça, c'est un embryon de souris à E10, qui est à peu près à la moitié de leur développement. Et en haut, vous avez la tête qui représente une grande partie du corps à ce stade. Et tous les petits points blancs que vous voyez partout. Autour, vous avez la membrane du Yox-Sac, du sac vitellin. Et en rouge, vous avez les vaisseaux. Et tous les petits points blancs, ce sont des macrophages qui s'installent dans tous les tissus et qui ont commencé à s'installer déjà avant et qui commencent à exprimer, par exemple, certains de ceux qui sont dans l'extrémité céphalique commencent à exprimer les gènes qui seront plus tard la marque de la microglie. Ceux qui sont dans d'autres tissus commencent à exprimer. Donc, ils sont en train de différencier, de s'établir dans les tissus. Et donc, dans l'extrémité céphalique de l'embryon, il y a une différenciation de macrophages du cerveau. Donc, il y a plusieurs sortes. Et la microglie qui est dans le parenchyme, c'est aussi au moins 4 types de cellules différentes qui avaient été décrits par Nissel et Pio del Rio Ortega en 1920. Donc, en fonction des zones du cerveau, les cellules sont différentes. Ça n'a pas été très bien étudié encore, mais il n'y a pas une microglie. Ça fait partie d'une famille de macrophages qui sont appelés microglies pour des raisons historiques parce qu'elles sont dans le cerveau. Et ce qui est intéressant avec ces cellules, et c'est pour ça c'est que donc elles différencient avant le reste du système hémopoïétique et elles restent dans les tissus. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se diviser et rester pour la vie de la souris dans les tissus. Et après la naissance, elles auront à coexister avec des monocytes qui viennent du sang périphérique, qui peuvent entrer dans le cerveau, par exemple, s'il y a une inflammation ou un accident. Et donc ça rend une situation un peu complexe. Donc ça, c'est le background. Et le rôle de ces macrophages qui sont installés dans le cerveau, dans les maladies neurodégénératives, il n'est pas complètement clair. Il y a des maladies génétiques dans lesquelles des gènes qui sont importants pour les fonctions des macrophages
sont mutants, hétérozygotes ou homozygotes, et qui donnent des syndromes neurologiques catastrophiques, comme les maladies que je ne vais pas prononcer, qui sont en haut, Nasu-Hakola, HDLS. Et puis, dans les maladies sporadiques, il y a des gènes qui sont plutôt exprimés par la microglie, mais qui sont aussi exprimés par d'autres cellules, comme les astrocytes, dont certains polymorphismes sont associés avec une augmentation de fréquence, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Il y a un gène qui s'appelle ApoI, qui a 4 allèles, et l'expression d'un allèle hérité des parents augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Donc il y a des données génétiques un peu qui suggèrent que si la microglie ne marche pas normalement, ça peut favoriser une dégradation du cerveau au long terme. La maladie de Nasu-Hakola, les gens tombent malades vers 30-40 ans, l'HDLS, pareil, l'Alzheimer, c'est beaucoup plus tardif. Donc ça suggère, mais en général, les immunologistes considèrent que la microglie, son rôle, c'est plutôt de protéger le cerveau, donc les avis divergent sur est-ce que c'est bien, pas bien. Dans le cas de l'histiocytose, c'est un exemple parce qu'il y a une maladie des macrophages dont on a proposé qu'elle puisse affecter soit les macrophages résidents, ceux qui se développent tôt dans l'embryon, ou ça peut aussi affecter des cellules qui viennent de la moelle. Et dans les deux cas, il y a des mutations qui activent le pathway des MAP kinases, en partie des mutations de BRAF, et il y a un risque de neurodégénération. Donc on s'est demandé, est-ce que ça veut dire que la mutation est dans la microglie, ce qui semble évident. Et donc on avait fait une première expérience il y a une dizaine d'années dans laquelle on va introduire un mutant mosaïque, c'est-à-dire une petite partie des macrophages de la souris exprime la mutation BRAF pour voir ce qui se passe, pour essayer de mimiquer l'histiocytose. Et ce qu'on a obtenu, c'est des souris qui naissent normalement, mais qui développent dans tout leur tissu des petits clones de macrophages qui expriment BRAF. Et on n'a pas vu de pathologie particulière chez la souris, donc il y a des clones dans le foie, mais on n'a pas vu de maladie du foie particulière. Il y a des clones dans le poumon, il y a des clones un peu partout. Mais dans le cerveau, on a observé un phénotype neurologique sévère. Donc les souris, on a induit la mutation pendant le développement, dans environ 5% dans ce cas-là des cellules. Et à partir de l'âge de 5, 6, 7, 8 mois, toutes les souris présentent un syndrome cérébelleux, des problèmes généraux, et elles finissent par être toutes malades. Et donc, vous ne voyez pas, mais l'image montre un cerveau qui a été clarifié, et vous voyez que l'arrière du cerveau a des amas d'histiocytes. Donc, ce n'est pas des tumeurs, mais ça tue les neurones. Et donc, vous voyez qu'il y a moins de neurones. Enfin bon. Donc, ça, c'était le papier il y a une dizaine d'années. Et donc, l'hypothèse qu'on a faite, c'est que le fait d'avoir des macrophages qui sont mutants, même s'il y en a plein qui sont normaux, ça va favoriser, probablement parce que ces mutations, pour des raisons qu'on ne comprend pas, vont pouvoir s'expandre dans certains individus. Ils vont pouvoir être pathogéniques, parce que le pathway des MAP kinases pourrait être pathogénique, et donc ça pourrait contribuer à un dysfonctionnement du cerveau dans le contexte d'autres facteurs aussi qui peuvent contribuer, comme l'environnement ou d'autres facteurs génétiques hérités des parents. Et donc Rossio était celle qui avait commencé ce travail, et la partie sur l'histiocytose a juste été publiée dans Neurone, et finalement, et la partie sur l'Alzheimer dans eLife, parce qu'on a eu des oppositions énormes, donc on n'a pas réussi à publier les choses ensemble ou dans un journal comme Nature, ce qu'on regrette, mais ce sera pour le futur, parce que les études continuent. Et donc on a essayé de voir ce qui se passait dans le cerveau. En ce qui concerne l'histiocytose, c'est parti de discussions qu'on avait avec Jean à propos d'un patient, dont je peux dire le prénom, il s'appelait Florent, et puis de discussions après avec Julien, pour avoir davantage de patients, et avec Ellie Diamond à MSK, qui avait aussi un patient qui avait une maladie comme ça. Donc pour ce qu'on a décidé, c'est de
de trier les noyaux des cellules du cerveau pour pouvoir regarder la microglie avec la même sensitivité que les autres cellules qui sont dans le cerveau, comme les neurones ou les astrocytes qui sont beaucoup plus nombreux. Donc on a séparé les noyaux et on a aussi pris le sang des patients pour pouvoir comparer ce qui se passe en termes de mosaïcisme et de mutations dans le cerveau et dans le sang, dans l'hypothèse où les mutations viennent du sang. Donc vous avez un cerveau qui est congelé. On a développé des techniques, donc ça c'était il y a 10 ans, pour, à partir de prélèvements à différents endroits du cerveau, faire des suspensions de noyaux, qui sont les petites choses bleues, qu'on peut ensuite marquer avec des anticorps contre les facteurs de transcription qui sont exprimés dans certaines cellules, comme PU1, qui est exprimé dans les cellules myéloïdes, où la membrane du noyau des neurones expresse NuN. Et ensuite, on analyse ce qu'on peut purifier comme noyau. Et la fraction qui exprime PU1, c'est essentiellement ce qu'on appelle de la microglie dans les analyses de single cell, mais qui ne permet pas de distinguer est-ce que c'est une cellule qui vient du sang ou est-ce que c'est une cellule qui vit là, parce que c'est basé sur des profils d'expression de gènes similaires et ça ne distingue pas l'origine. Mais enfin, c'était une population relativement pure, fortement enrichie dans la microglie. Et donc on a fait ça sur 8 patients, donc dans l'ensemble du cerveau. On a pris tous ces échantillons et ensuite on a fait du whole exome sequencing, mais qui était peu sensible. Et pour regarder avec une forte sensibilité, pour trouver des petits clones, on a utilisé un targeted sequencing qui avait été développé à MSKCC pour tous les gènes qui peuvent donner à une cellule un avantage prolifératif, tous les gènes trouvés dans le cancer en fait, et plus les gènes qui ont été reportés dans les maladies neurodégénératives, ou actually non seulement neurodégénératives et autres. Et donc on a appelé ça BrainPact et on a séquencé une liste de 700 gènes qu'on a séquencé à de 1000x, ce qui veut dire que on est relativement sensible pour détecter quelque chose qui ferait 0,5% des cellules. Et comme on a séparé la microglie des autres, c'est vrai pour toutes les populations. Et ensuite, il y a eu un énorme travail pour analyser ces datas, pour annoter, et finalement, on a identifié donc toutes les mutations, et puis les mutations qui sont potentiellement pathogéniques, qui vont être étudiées davantage. Et donc les patients qu'on a étudiés, donc le patient 1, c'est celui que Jean a suivi longtemps, que j'ai vu quand j'étais interne, qui a été malade dès ses premiers mois, qui 10 ans plus tard a développé des syndromes neurologiques et qui est mort essentiellement de ces syndromes neurologiques. Il n'avait plus d'autres symptômes à l'époque. Il y a un deuxième patient MSKCC qui est vivant, mais qui a exactement la même histoire, mais qui est dans un fauteuil roulant. Et puis, il y a les autres patients, donc ça, ce sont des pédiatriques histiocytoses. Et puis, il y a les patients avec Erdheim-Chester, de la Pitié, dont certains, donc, qui sont diagnostiqués plus vieux, et dont certains ont développé un diagnostic neurologique de neurohistiocytose. Et puis, on avait un groupe contrôle de patients qui avaient été suivis entre 2 et 7 ans après leur diagnostic, qui étaient morts d'autre chose et qui n'avaient pas de diagnostic neurologique. La différence entre les deux, c'est que les patients qui ont été diagnostiqués avec une maladie neurogénérative parmi les personnes à Pitié, ils ont été suivis plus longtemps que les autres. Et on pourra discuter de ça. Et donc, on peut aussi parler de l'imagerie, parce que quand on reprend les dossiers avec Nathalie Shore, certains des patients avaient des signes qui étaient non spécifiques, mais qui pourraient être évocateurs. Certains n'en avaient pas, mais ça ne colle pas avec oui. Et donc, les 4 patients avec une maladie neurodégénérative clinique et 4 patients sans. Et donc, quand on séquence tous les noyaux du cerveau, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des mutations qui sont des petits clones qui représentent au moins 0,3% des macrophages, de la microglie, chez les patients en H, donc qui ont une histiocytose, les PU1. Donc ça, c'est là où est la microglie. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dans cette population, ce qui est évident. Et ce que vous pouvez voir sur le Venn diagramme, c'est que les mutations qu'on trouve dans le sang et les mutations qu'on trouve dans le cerveau ne sont pas les mêmes. Chez les patients, il y en a 12 qui sont conservées. Chez les contrôles, 3.
Donc ça, je parlerai plus tard des contrôles, mais il y a une cinquantaine de personnes d'âge varié, de la naissance à 80 ans. Donc en général, les mutations qui sont dans la microglie, elles sont privées. Et contrairement à ce que les gens disent, elles ne viennent pas du sang, probablement. Et donc quand vous regardez les patients, vous voyez que de façon surprenante, tous les patients, qu'ils aient ou pas des symptômes, c'est la première ligne. 46% des SNV qui sont trouvés sont la mutation classique de BRAF V600E, trouvée dans presque tous les échantillons, pas tous, mais beaucoup d'échantillons. Donc c'est les petits carrés verts des patients. Et il y a aussi d'autres mutations dans le cerveau, en particulier des mutations de CBL, qui est aussi un gène des MAP kinases. Et puis, après, il y a d'autres mutations, en particulier des mutations de l'hématopoïèse clonale, qui chez les patients sont dans le sang, alors vous ne pouvez pas bien voir. Donc, parce que les mutations de BRAF, en général, on ne les retrouve pas dans le sang des patients. Donc il y a des mutations qui sont à la fois dans le sang et dans le cerveau pour d'autres gènes. Ça, je vais mettre plus d'une demi-heure, je pense. Donc, la mutation de BRAF, elle a l'air très spécifique de la microglie des patients avec histiocytose, si on compare à des gens qui ont un Alzheimer ou qui sont morts d'autres choses. Et l'histologie faite par Marc Rosenblum à MSK et par Daniel à la Pitié montre, qui était connu, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la GFAP, qui est un marqueur des astrocytes, et IBAWA qui marque la microglie. Donc on voit que ces cellules sont activées et peut-être plus nombreuses. Et puis en même temps, vous voyez disparaître les neurones, qui sont les gros trucs violets. Et ça, c'est vrai dans le PONS, et c'est vrai chez les patients, même quand ils n'ont pas de signes cliniques. Donc ils ont les signes histologiques et moléculaires de BRAF. Et ça, c'est dans le cervelet. Vous voyez que chez ce patient, Florent, toutes les neurones, toutes les cellules de Purkinje avaient disparu. Et c'est vrai dans l'hippocampe, où c'est vrai, il y a des pertes neuronales et une astrocytose. Donc il y a des lésions qui sont... et on peut quantifier la fréquence du clone. Et ce qu'on voit, c'est que là où il y a peu de lésions histologiques, en frontale, en temporale ou dans l'amygdale, les clones sont très petits. Par contre, les clones s'expandent et peuvent devenir très importants. 30% de fréquence allélique pour une mutation qui a été hétérozygose, c'est que 60% de la microglie à cet endroit-là sont mutantes. Et ça corrèle avec la partie postérieure du cerveau, et ça corrèle avec l'analyse histologique, en particulier chez les patients qui ont des symptômes. Et chez les patients qui n'ont pas de symptômes, c'est un peu moins joli. Et quand vous comparez, donc vous voyez que les patients qui ont des symptômes, on trouve la mutation partout, les dommages histologiques partout, et les patients qui n'ont pas de symptômes, ils ont quelque chose dans le pons, dans le cervelet, mais c'est plus patchy. Et les MRI qui avaient été faites montrent des lésions que je ne peux pas décrire et que vous connaissez probablement plus que moi, du tronc cérébral et du cervelet. Et on avait revu avec Nathalie Shore les scanners des patients qui n'avaient pas de symptômes à la Pitié. Et elle arrive à trouver en tout cas des lésions qui avaient été décrites comme non spécifiques, mais si l'imagerie était faite avec des modalités plus modernes, probablement que ces patients seraient classés avec une atteinte MRI. À l'époque, c'était considéré non spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que la taille des clones qu'on mesure corrèle avec les symptômes. Et donc, les patients qui ont des signes cliniques sont non seulement les patients qui ont la plus longue évolution, mais ça, c'est biaisé par le recrutement, et c'est aussi les patients qui ont la plus grande fréquence de cellules mutées, donc les clones les plus gros. En particulier à la base du crâne. Et alors, si on regarde les gènes qui sont exprimés, on a une maladie un profil inflammatoire qui est le plus marqué dans les régions postérieures du cerveau des patients qui ont le plus de symptômes. Et on a une perte de signal neuronal. Et ça, vous ne pouvez pas voir la diapositive, mais on a essayé pour comprendre ce qui se passait, on a utilisé nos modèles de souris, on en a fait plusieurs. Et quand on met la mutation mosaïque dans des embryons de souris, quand vous regardez à 2 mois de vie, la fréquence allélique des mutations, elle est complètement random, au hasard. C'est-à-dire que
dans le cortex frontal, en fonction des souris, on peut avoir beaucoup de recombinaisons ou pas beaucoup. Pareil dans la moelle épinière et pareil partout. Donc vous voyez, j'ai pas de pointeur, mais vous voyez, chaque souris a une couleur différente. Et vous voyez que là, ça varie, c'est random. Mais si vous attendez quelques mois, sur le diagramme du bas, vous voyez que dans toutes les souris, la mutation devient très importante en postérieur. Ce qui montre qu'au cours du temps, il y a une expansion où elle devient très majoritaire. Et quand on regarde les gènes exprimés par ces cellules, on sait que la microglie des régions postérieures du cerveau, elle prolifère un peu plus que la microglie, par exemple, du cortex frontal chez des souris normales. Et ça, c'est exacerbé par la mutation BRAF. Vous voyez, la ligne rouge correspond au marqueur de prolifération, si vous voulez, dans le brainstem des souris qui ont la mutation. Donc, en short, en court, rapidement dit, il y a une expansion clonale, préférentiellement dans les parties postérieures du cerveau, qui explique qu'il y a plus de damage dans ces régions-là et que ça prend du temps. Quand on regarde, le profil inflammatoire est vraiment conservé entre, on trouve les mêmes gènes, l'IL1, tous ces gènes d'ailleurs pourraient être des cibles thérapeutiques, et on voit la même chose chez l'homme et la souris. Et on a fait une analyse par RNA sec de noyaux individuels chez ces souris, et on voit la même chose que chez les patients, c'est-à-dire une diminution des neurones, une augmentation de la microglie dans le brainstem, dans la partie postérieure du cerveau. On voit qu'il y a des populations neuronales qui manquent dans les souris qui ont la mutation dans leur microglie, en particulier les noyaux gris du pons. Il y a des neurones qui sont activateurs et inhibiteurs et ils disparaissent. Ce qui est la même chose que ce qu'on voit chez l'homme, mais on peut le quantifier. Et l'astrocytose chez l'homme, on peut la documenter un peu plus chez la souris, avec des profils qui ont déjà été décrits dans les maladies neurodégénératives. C'est une réaction astrocytaire qui est considérée neurotoxique, dont je ne vais pas vous embêter avec ça. Et donc le papier est publié maintenant, donc c'est pour les gens qui s'intéressent. Et de façon amusante, il y a beaucoup d'oligodendrocytes dans cette partie du cerveau et ils ne fonctionnent plus. Ils sont métaboliquement inactifs pour des raisons que je ne comprends pas. Peut-être parce que les neurones ne sont plus là. Donc les oligodendrocytes. Une question qu'on voulait adresser, que les gens voulaient qu'on adresse en tout cas, c'était quelles sont les différences. Ça marche. Et donc les patients qui ont des histiocytoses pédiatriques, on n'a pas trouvé de clones circulants dans les prélèvements de ces patients à des fréquences alléliques normales. Parce que si on va très profond, on arrive toujours à trouver un signal BRAF. On s'est limité à... Mais si, comme Jean-François le dira peut-être, si vous séquencez DPNAP, vous trouvez des clones dans des tissus normaux. Ça a été publié il y a 6 ou 7 ans par le groupe de Martin Corena et maintenant beaucoup de gens travaillent dessus. Par contre, dans les patients qui ont un Chester, et ça avait été reporté par le groupe de la Pitié, il y a beaucoup d'hémopoïèse clonage, ces patients qui ont des Chester. Et donc, ils ont des clones qui avaient des mutations de TET2 dans le sang, qui sont assez fréquentes, et qu'on peut retrouver des fois dans le cerveau. Et donc, la question se posait de est-ce que les clones BRAF viennent du sang? Est-ce que et donc on a fait une analyse qui s'appelle Tapestry, où on peut génotyper les cellules individuellement. Donc on a pris les patients qui dans le cerveau avaient des cellules mutées TET2 et mutées BRAF, et on les a génotypées individuellement. Si vous voulez, c'est du single cell génotypage. Et ce que ça montre, c'est qu'il y a un patient, qui est ce patient 6 dont on peut parler, qui avait une leucémie, plus ou moins, un clone très majoritaire, avec TET2, NDL-53 et dans le sang, qui a acquis JAK2, et dans le cerveau, on a un sous-clone
qui exprime BRAF, mais pas JAK2. Donc lors de l'évolution clonale de la maladie, il y a un clone qui est rentré dans le cerveau et qui a muté pour BRAF. Alors est-ce qu'il a muté avant dans le cerveau ou après? On ne sait pas. Mais on ne trouve pas BRAF dans la moelle. Bon, de façon résiduelle. Il y a un numéro de téléphone. Nous, on dit qu'il n'y en a pas. Par contre, et les autres patients qui ont des clones PEP2 et BRAF dans le cerveau, c'est chaque fois des cellules multiformes qui sont mutées. C'est d'ailleurs intéressant. Même les clones des cibles sont des cellules multiformes. En fait, il y a une polyclonalité de mutations. Et on peut avoir un clone hémopoïse clonal et un clone BRAF détecté dans le cerveau qui peut aussi être trouvé dans le sang. Alors, est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est de l'ADN? Est-ce que c'est une contamination depuis le cerveau? Ou est-ce que c'est une origine modulaire? Ça peut se discuter. Mais les deux clones sont distincts. Donc, c'est pas une. Et puis, chez certains patients, par exemple, chez Florent, dans la peau qui a été biopsiée à l'âge de 6 mois, il y avait une mutation. On a trouvé une mutation BRAF rétrospectivement. Et une mutation passagère d'un gène qui s'appelle MHTX6. Et dans son cerveau, à 23 ans, on retrouve les deux mutations à la même fréquence allélique, dans les mêmes cellules. Et donc, ce clone est vieux. Et, mais on ne le détecte pas dans le sang. Ça peut suggérer qu'il y a une maladie des macrophages chez celui-là. Pareil, sur le deuxième patient de la Pitié, sauf que sa peau, à l'âge de 6 mois, avait une mutation BRAF, et dans son cerveau, il y a des subclones qui ont muté Caras et Araf, qui est un cousin de BRAF. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et puis les autres patients, il n'y a pas de correspondance, c'est-à-dire qu'ils ont un clone dans le sang qui n'est pas détecté dans le cerveau et vice-versa. Et ça ne correspond pas à une forme clinique particulière, c'est pas LCH, c'est pas non, je ne sais pas le dire en français. Histocystose laurentienne versus Erdheim-Chester, c'est pas, on a trop peu de patients de toute façon, c'est pas forme neurologique, pas forme neurologique, c'est donc, une des choses qu'on voulait faire, c'était de voir comment est-ce qu'on peut empêcher les neurones de mourir. Et donc, on avait montré avant qu'un inhibiteur de BRAF, ça limite les symptômes. Et là, on a regardé donc un inhibiteur de BRAF qui ne passe pas bien dans le cerveau. Et puis, une molécule qui bloque le récepteur du et qui tue la microglie. Et celui qui tue la microglie s'appelle PLX5622. Et on a commencé à traiter des souris assez tard avant qu'elles tombent malades. En se disant, une fois que les souris sont malades, elles ont des pertes neuronales importantes. Et quand on traite des souris qui sont déjà paralysées, elles restent paralysées. Une fois qu'elles ont des signes cliniques chez la souris, on a fait des cohortes, on ne voit aucune différence entre les souris traitées et pas traitées. Par contre, quand on les traite 1 mois ou 2, donc à l'âge de 3 mois ici, avant qu'elles tombent malades, eh ben, elles tombent malades plus tard et on n'est pas obligé de les sacrifier pour maladies graves, au moins pour la moitié d'entre elles. Et quand on compte les neurones dans les noyaux gris du pont, ben, c'est mieux. C'est pas normal, mais c'est mieux. Et le reste n'est pas très important, il y a aussi moins d'inflammation. On ne voit pas tellement de différence entre BRAF ou CSF1R, mais c'est probablement parce que si on tue la microglie, inactiver BRAF quand on a tué la microglie, ça ne sert plus à rien. Et les deux ne guérissent pas les souris. Ça délaie la maladie et certaines souris ne tombent pas malades. Par exemple, quand vous voyez qu'il y a des souris qui arrivent à l'âge d'1 an et qui se portent encore bien. Donc, on a essayé de faire ça parce que des inhibiteurs de MEK, ça peut avoir des effets secondaires. Il y a des molécules comme le CSF1R qui vont probablement avoir moins d'effets secondaires, ou au moins ça peut offrir des alternatives. Donc
pense qu'il y a des moyens de screener des traitements et des choses comme ça dans ce type de modèle. Et donc, l'idée qu'on a, c'est d'où que vienne la maladie, que ce soit un clone qui s'est échappé de la moelle ou que ce soit un clone qui a été déposé pendant le développement, ces clones, on peut les détecter. Et on pourrait les détecter à l'hélic-fréquencie très forte chez des gens normaux. Hein. Ça a été montré. Mais on détecte des clones qui grossissent chez les patients, qu'ils aient ou pas une maladie neurologique. Et puis chez les patients qui ont développé une maladie neurologique, alors on trouve des clones qui sont plus gros chez les autres, et les études de la souris suggèrent que c'est parce qu'ils se sont plus expandus. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est la mutation qui fait s'expandre les cellules. Je pense que la plupart des cellules mutées, justement, elles ne peuvent pas s'expandre. Donc il y a différents facteurs qui font que les théories du cancer sont complexes, mais ce n'est pas parce qu'on a une mutation qu'on va tomber malade. Mais il y a des gens qui arrivent à expandre leur clone. Et ce que ça dit, donc, c'est que la mutation est présente partout. Si vous avez une histiocytose, pas si vous n'en avez pas, en tout cas des alléliques fréquencies raisonnables, de 3 pour 1000, que le mécanisme, c'est probablement une réaction inflammatoire de la microglie classique qui tue les neurones, qu'il y a une longue phase pré-thérapeutique. Il y a une longue phase subclinique chez la souris et probablement chez l'homme, qui suggère que si on pouvait prédire les patients qui ont beaucoup de BRAF dans le cerveau, il faudrait les traiter avant qu'ils tombent cliniquement malades. Et je pense qu'il va y avoir des méthodes d'imagerie qui détectent réactivation des MAP kinases dans le cerveau. Donc on a essayé de faire ça. Ça a un peu foiré, mais il y a maintenant des sondes qui permettent de mesurer l'activation des MAP kinases par MRI. Donc on pourrait imaginer, mais ça c'est des imageries qui sont chères, compliquées, qui peuvent... Il y a probablement d'autres méthodes. Par exemple, Jean, on avait discuté un moment quand on avait essayé de traiter les patients avec les ventures capitalistes, de voir des neurofilaments dans le sang. Personnellement, à mon avis, ça serait bien de traiter les gens avant qu'ils aient leurs neurofilaments dans leur tube de sang. Mais bon. Et puis quant à l'origine de ces cellules, eh bien, on ne sait pas. Il y a vraiment des profils de patients qui suggèrent que la maladie n'est pas dans la moelle, ou en tout cas que ce n'est pas la maladie de la moelle qui donne la dégénération. Et il y a des patients chez qui ça a l'air d'être l'évolution d'un clone leucémique. Donc probablement on peut voir de tout, avec probablement des tableaux cliniques qui ne sont pas nécessairement différents du point de vue neurologique. Et ça, c'est parce que la cellule qui a la mutation BRAF, elle ne s'expand pas n'importe où dans le cerveau. C'est toujours à la même place. C'est vrai chez la souris et chez l'homme. Et c'est dans certaines régions du cerveau. On ne sait pas pourquoi, mais il y a évidemment des facteurs locaux. Et on s'intéresse à d'autres mutations qui s'accumulent à d'autres endroits. Et donc, si j'avais le temps, je voudrais généraliser ça. OK. Parce qu'on s'est dit ça pourrait être vrai dans n'importe quelle maladie, en fait. Et donc, on a voulu regarder dans les patients qui avaient des maladies d'Alzheimer. Et donc, on a fait la même chose. On a trié les cellules de la même façon. On a étudié un certain nombre de patients. Donc, on a fait un tas d'échantillons. Et on a trouvé chez les patients d'Alzheimer la même distribution. Donc, beaucoup de mutations dans la microglie, mais aussi chez les contrôles. Des mutations dans le sang. Et puis, des mutations qui sont communes au sang et à la microglie, mais pas beaucoup. Et les mutations pathogéniques sont en rouge ici. Donc vous voyez qu'il y a un pourcentage de mutations qui sont pathogéniques, qui sont dangereuses, qui sont arrivées au mauvais endroit. Et donc ces mutations, elles augmentent avec l'âge. Donc ça, je ne vous ai pas montré pour les leucocytoses. Donc on a regardé des échantillons de 0 à 90 ans. Donc les mutations augmentent avec l'âge comme dans tous les tissus. C'est vrai dans la microglie et c'est vrai dans le sang. Par contre, on ne voit pas d'excès de mutation globalement dans la microglie des patients, ce qui n'est pas pareil que dans l'histiocytose. Et puis, mais c'est probablement incidental, mais ça correspond à un papier qui a été publié. Il y a plutôt au contraire de l'histiocytose, moins d'hématopoïèse clonale chez les patients qui ont Alzheimer que les autres. Mais
chez les Alzheimer que les autres. Mais il y a un biais, il y a plein de biais pour ça. Les contrôles de la maladie d'Alzheimer, c'est des gens qui sont morts, puisqu'on a leur cerveau, et on a besoin de mourir de quelque chose. Et les maladies cardiovasculaires contribuent à la mort, et avoir des clones dans le sang, ça contribue aux maladies cardiovasculaires, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a moins ou plus. Et c'est vrai aussi dans la série qui a été publiée par Stanford. Il y a trop de biais pour savoir ce que ça veut dire. Par contre, quand on regarde les mutations pathogéniques, elles sont clairement associées avec les patients qui ont une maladie d'Alzheimer dans la microglie. Donc on trouve plein de mutations dans le cortex, dans l'hippocampus. Si on regarde par patient, c'est statistiquement significatif, alors même qu'on n'a que 45 patients et une cinquantaine de contrôles. Les patients atteints d'Alzheimer ont plus de mutations. Et ça, on a des gens qui ont... On a dû le publier rapidement, parce qu'il y a d'autres gens qui sont en train de publier la même chose. Donc c'est probablement vrai, et c'est probablement retrouvé par d'autres. On voulait absolument publier ça dans Nature, on a été obligé après 7 ou 8 ans, on a été obligé d'accélérer le procédé. Et donc même si on fait des analyses statistiques compliquées pour prendre en compte autant de biais possibles, il y a trop de mutations chez les patients. Et ces mutations, c'est intéressant parce que la moitié, c'est des mutations dans le pathway des MAP kinases, le même pathway que BRAF, mais des mutations plus douces. Donc, tu parlais le gène CBL, qui est muté quand même chez 7 patients sur une série de 45, et d'autres mutations. Et donc, bon, et ça, c'est le pathway classique des rasopathies, et c'est les mêmes gènes qu'on trouve. Alors, la question des rasopathies, est-ce que les rasopathies donnent des maladies neuronégatives? On ne sait pas, parce qu'ils ont souvent des problèmes cérébraux, mais ce n'est pas une maladie où on évalue les patients à 80 ans pour le. Et puis il y a des trucs plus graves qui se passent quand on a des mutations et donc on a vérifié que toutes les mutations qu'on trouvait, elles étaient fonctionnellement relevantes par transfection en biochimie. Il y a aussi des mutations qui activent RIT1, qui activent RAS. Elles sont en rouge, les mutations qu'on a trouvées. Les mutations de BRAF, mais pas la mutation standard. Parfois, il y a plusieurs mutations. Et la fréquence allélique, c'est des petits clones. Donc, c'est des clones qui sont entre 1 et 5% de fréquence allélique. Mais, donc, c'est petit. Mais les patients, dans beaucoup de patients avec des histiocytoses, il y a beaucoup de régions où la fréquence allélique qu'on retrouve, elle n'est pas tellement différente. Un peu plus forte. Donc on est dans le range de ce qui pourrait contribuer à perturber les neurones. Donc on a aussi mis ça dans des lignées de macrophages primaires. On a les mêmes résultats, c'est-à-dire que toutes les mutations font proliférer les cellules un peu plus, activent le pathway des MAP kinases, activent mTOR, toute une série de pathways inflammatoires. Et finalement, on a pris des cellules humaines, des cellules souches embryonnaires reprogrammées humaines, parce qu'on peut muter génétiquement de façon très contrôlée et de mimiquer une mutation. Donc on a mis dedans des mutations hétérozygotes qui correspondent à celles qu'on a dans les patients. Et on retrouve, donc ça fait des cellules qui sont normales et comparables à des contrôles. Et donc la mutation, dans un pourcentage de la microglie, entraîne une modification de la taille de ces cellules, de leur prolifération, de l'activation des MAP kinases, de la production d'IL6, de TNF, d'IL1. Il y a l'expression d'un pathway inflammatoire qui d'ailleurs est similaire à celui que les gens ont trouvé dans la microglie, dans la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et d'autres. Donc c'est un profil de microglie inflammatoire qui ici est causé par la mutation, puisqu'on a mis, nous, la mutation dans la cellule. Les datas qu'on trouve, elles sont complètes avec ce qui a été publié comme le profil des microglies des patients d'Alzheimer, et on arrive même à retrouver par single cell RNA-seq qu'on a pu faire chez certains patients des subsets de cellules mutées qui ont ce profil inflammatoire. Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est de prouver chez la souris qu'introduire par exemple une mutation de CBL sur une base génétique d'Alzheimer va accélérer la maladie. On est en train d'essayer de faire ça, mais on a eu plein de problèmes. Donc on n'a pas de preuve. Ça, c'est ce que je vous avais montré avant.
Donc on n'a pas de preuves expérimentales pour Alzheimer, c'est difficile, mais il y a une association entre les mutations dans le pathway et les... Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on trouve aussi des mutations de l'hémopoïèse clonale, peut-être tout... mais ces mutations sont quand même plus fréquemment chez les patients. Et l'autre différence, c'est que les mutations de CIBE, on ne les trouve pas dans le sang. En tout cas, pas comme on trouve les mutations de TET2 dans le sang. Donc on pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi de local, une prolifération de microglies mutés au cours de la vie qui pourrait... Donc, ce qui n'est pas très différent de ce qu'on voit chez les patients avec histiocytose, sauf que c'est des mutations qui sont moins agressives, mais les pathways sont peut-être les mêmes, peut-être que les sites thérapeutiques sont les mêmes, et donc ça pourrait faire un problème plus... Moi j'aime bien globaliser, et donc je livre ça à votre réflexion, parce qu'on évidemment n'a pas de preuves. Mais l'idée quand même, c'est que comme certains patients d'histiocytose avec un clone BRAF qui se promène, qui peut être présent dans la microglie, sont à risque de développer une expansion de ces clones et une maladie neurologique, il y a aussi des gens qui n'ont pas d'histiocytose, qui peuvent avoir des clones comme ça qui s'expandent, et qu'à ce moment-là, ça pourrait contribuer à une neuroinflammation et à un syndrome neurologique. Donc ça n'explique pas la maladie, mais c'est pareil dans l'histiocytose d'ailleurs, parce qu'on peut avoir une mutation et pas être malade. Mais c'est un facteur de risque en interaction avec l'environnement, d'autres facteurs génétiques. Et donc c'est une cible thérapeutique et une opportunité de traitement. Voilà, donc